Oubliez les contes de fées. Ce qui va suivre, ce n'est pas une légende, c'est une histoire bien réelle. C'est le récit d'un monstre qui, pendant 3 longues années, a hanté la France, laissant derrière lui une piste de sang et un mystère qui, aujourd'hui encore, reste entier. Plus de 100 victimes, principalement des femmes et des enfants. Ce chiffre à lui seul, il est glacial. Il donne la mesure de l'horreur absolue qui a frappé toute une région et fait trembler le royaume de France. Cette phrase résume tout. Elle est terrible. On disait que la bête ne chassait pas par faim, mais juste pour tuer. Ce n'était pas un prédateur comme les autres, c'était autre chose. Et ça nous amène directement à la question centrale. C'était quoi la bête du Gévaudan ? Allez, on plonge dans cette histoire. On est en 1764 dans le Gévaudan, une terre rude, montagneuse, très loin du faste de Versailles. C'est un paysage à la fois magnifique et un peu angoissant. Et c'est précisément là que l'enfer va s'ouvrir. Tout démarre en juin 1764, avec la mort d'une jeune fille de 14 ans. Et puis, comme on le voit ici, c'est l'escalade. Une escalade terrifiante. Les morts s'enchaînent, mois après mois. La peur s'installe, puis la terreur. Une terreur qui paralyse absolument tout le monde. Et alors à quoi elle ressemblait cette créature ? Les descriptions des survivants, elles font froid dans le dos. Ça ressemble à un loup, oui, mais avec des détails qui clochent, qui sont dérangeants. Une taille immense, une fourrure tirant sur le roux. C'était à la fois familier et complètement monstrueux. Premier comportement vraiment étrange et sans doute le plus troublant, ses proies. Contrairement à un loup normal, elle se désintéressait des troupeaux, des cibles pourtant faciles. Non, elle ne voulait que les humains. Et ses attaques, c'était d'une précision brutale, presque chirurgicale. La créature semblait savoir exactement où frapper. Elle visait la tête, le cou. Une efficacité redoutable, faite pour tuer. La violence des attaques était juste inimaginable. À ce stade, la panique est devenue une véritable psychose collective. Les gens ont commencé à parler de loup-garou, de châtiment divin. Un drame local était en train de devenir une légende nationale. L'histoire est devenue tellement énorme qu'elle finit par arriver jusqu'à Versailles, aux oreilles du roi Louis XV. Et là, l'affaire change de dimension. Ça devient une affaire d'État. Pour le roi, il est hors de question qu'une bête vienne défier son autorité sur son propre royaume. La première réponse, c'est d'envoyer l'armée, avec des moyens énormes. Résultat, un échec total. La bête est introuvable. Humilié, le roi décide de sortir l'artillerie lourde. Il envoie son meilleur homme, François-Antoine de Beauterne, le seul chasseur du royaume qui, disait-on, ne ratait jamais sa cible. Après des mois de traque, de Beauterne finit par abattre un loup gigantesque. On l'empaille, on le présente fièrement à la cour. Pour le roi et pour tout le monde, c'est sûr, c'est la bête. Le royaume pousse un immense ouf de soulagement. Les journaux crient victoire. On célèbre la fin du cauchemar. La paix est enfin revenue dans le Gévaudan. Du moins, c'est ce que tout le monde croit. Et c'est là que l'histoire bascule dans le film d'horreur. Le loup de Beauterne, ce n'était pas la bête. 2 mois plus tard, les massacres reprennent. Et cette fois, ils sont encore plus violents. Le Gévaudan est de nouveau seul, face à son monstre. Abandonnés par le roi qui considère que l'affaire est réglée, les habitants du Gévaudan n'ont plus le choix. Ils doivent trouver leur propre héros. Et ce héros ne viendra pas de la noblesse, mais du peuple. C'est ici que le récit devient presque mythique. On quitte l'échec militaire de l'État pour entrer dans une légende locale presque folklorique. L'histoire de Jean Chastel, ce chasseur qui aurait utilisé des balles d'argent bénites, c'est juste incroyable. Et la preuve, elle est là, irréfutable. À partir de ce jour-là, plus une seule attaque. C'est terminé. Jean Chastel a réussi là où toute l'armée du roi a échoué. Mais sa victoire, au lieu de résoudre le mystère, ne va faire que l'épaissir. Le règne de la terreur est terminé. La bête est morte. Mais pour les historiens, pour les scientifiques, le vrai travail, lui, ne fait que commencer. Il est temps de répondre une bonne fois pour toutes à la question qui hante tout le monde. Alors, au final, c'était quoi cette bête du Gévaudan ? Eh bien, il reste 3 grandes théories sur la table. La première, la plus simple, un loup exceptionnellement grand et agressif. La deuxième, plus intrigante, un animal exotique, genre une hyène qui se serait échappée. Et la troisième, de loin la plus sinistre, un complot humain. C'est la théorie la plus terrifiante. Elle suggère que le monstre n'était pas une créature de la nature, mais bien une arme, un instrument de la cruauté humaine. Un animal dressé pour tuer, qui rendait ses maîtres quasiment intouchables. Et le plus troublant, c'est quand on cherche des suspects. On tombe sur un noble local, connu pour sa cruauté, mais aussi sur Jean Chastel lui-même. Le héros aurait-il pu tout orchestrer pour en récolter la gloire ? L'idée est vertigineuse. Finalement, la bête du Gévaudan n'a jamais vraiment livré son secret. Et c'est peut-être pour ça que cette histoire nous fascine tant. Elle est devenue bien plus qu'un simple fait divers. Elle est le symbole de nos peurs les plus profondes. Son héritage, c'est celui d'un combat éternel.
Le combat entre ce qu'on peut expliquer, la raison, et ce qui nous dépasse, la superstition, entre les monstres que la science peut identifier et les ténèbres qu'on ne peut pas sonder. Au bout du compte, les faits sont là, mais la vérité, elle, nous échappe toujours. L'histoire se termine donc sur cette question qui hante les esprits depuis plus de 250 ans. Un loup exceptionnel, un monstre venu d'ailleurs, ou le plus terrible des complots humains? Le mystère reste entier.